Cool. Salut à tous. Alors j'espère que ça va marcher, c'est la première fois que je fais un live. S'il y a le moindre problème, n'hésite pas tout de suite à me le dire. C'est-à-dire si le son est pas bon, si la qualité est pas bonne, ben tant pis, on abandonne, mais je vais tenter. Je sais pas si j'ai une bonne connexion, on va voir si ça fonctionne, mais en tout cas je suis content, on est pas mal, on est presque 60 déjà, c'est cool. Alors, donc, vous avez été nombreux en fait à me parler de la dernière vidéo et vous m'avez envoyé pas mal de vélos. Du coup, ça a fait pas mal de choses à voir et il y a pas mal de solutions que je connaissais pas forcément et on va voir un peu tout ça. Alors, je vais essayer un peu de lire les commentaires en live. Ça va pas être facile de faire les deux en même temps. On va voir. Alors, je vois No Nuts MTB qui me demande si je vais être au Vélo Vert Festival. Je vais faire mon possible, sachant que en même temps, on a une Coupe du Monde e-bike. Mais normalement, je pense que les dates e-bike, ça va être genre le jeudi-vendredi. Et du coup, je serai présent au Vélo Vert Festival le samedi-dimanche. Alors, à confirmer, j'ai pas encore le programme exact, mais je vais faire en sorte d'être là, ouais. Donc, c'est au top le son, nickel. Tout est parfait, bah trop bien. Trop bien. Alors, déjà avant de commencer, je veux préciser deux, trois petites choses, notamment, moi j'ai pas fait d'études dans la méca et tout ça, donc j'ai appris un peu tout ça sur le tas, en regardant des choses sur YouTube, sur Internet et tout. Donc je vais peut-être faire des approximations, peut-être j'aurai pas le bon vocabulaire, et aussi peut-être que je vais faire des erreurs, donc n'hésitez pas à me le dire. Mais, euh, mais voilà. Ensuite, alors je lis un peu les commentaires sur le live. Alors, comment on fait pour afficher les commentaires sur le live? Ça, c'est une grande question. Je regarde vite fait si je peux le faire facilement. Là, j'ai un bouton. Ouvrir le chat. Non, c'est pas ça. Ok. Si quelqu'un sait activer, désactiver, envoyer des commentaires. Bon, si quelqu'un sait comment on fait ça, dites-le moi, mais moi je sais pas du tout. Ça me DH. Ok. Donc normalement, vous voyez un peu à droite les différents vélos qu'on va traiter. Du coup, ouais, il y en a pas mal, il y en a une vingtaine, donc on va essayer d'aller vite, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Et voilà. Autre chose, moi, la plupart des choses que j'ai apprises, j'ai commencé, enfin, la première personne qui m'a intéressé à tout ça, c'est André XTR sur YouTube. C'est un Portugais qui parle en anglais et qui va vraiment en profondeur dans les choses. Moi, il m'a appris pas mal de choses. Ses vidéos sont moins punchy et peut-être moins synthétiques que les miennes. Mais pour ceux qui sont vraiment intéressés et qui n'ont pas la patience que moi je sorte mes vidéos, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment du super travail. Ok, alors oui, deuxième disclaimer, moi quand j'ai commencé le vélo, j'ai commencé le VTT il y a 4 ou 5 ans on va dire, et j'y connaissais vraiment rien du tout, c'est-à-dire que mon pote Julien m'a prêté son vélo de DH et il avait un vélo d'enduro. Déjà je comprenais pas pourquoi il avait deux vélos parce que je voyais pas du tout la différence. Et donc, du coup, depuis, je me suis pas mal formé et on va voir un petit peu tout ça ensemble. Je vous propose qu'on commence directement avec le commensal donc, que je vous avais mis à la fin de la vidéo. Donc, c'est parti. Je lis un peu les commentaires. Alors, mon Instagram s'affiche en haut à droite pour la question de Lucas. Alors, donc ici, sur la vidéo, je vous avais proposé de décrire un peu ce vélo et de me dire ce que c'était. Donc si on regarde un petit peu les points qu'on a, on a bien un quadrilatère, du moins on a 4 points. Mais le seul point qui est vraiment intéressant, en fait, c'est enfin le point de pivot de tout ce bras arrière, là, c'est ce point ici qui est accroché au cadre. Et donc c'est bien un monopivot. C'est un monopivot. Et en fait, finalement, tous les linkages, là, toutes les biellettes servent uniquement à l'amortisseur. C'est-à-dire que c'est un quadrilatère dédié à l'amortisseur. Et on a un monopivot qui est ici tout en haut. Alors la grosse particularité de ce vélo, c'est que le monopivot, il est super haut. Et du coup, ils sont obligés en fait de faire ce chemin de chaîne un peu particulier. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de faire ce chemin de chaîne particulier? Parce qu'en fait, si on regarde bien, la distance entre le pédalier ici et la roue arrière, sachant que ça va tourner autour de ce point de pivot là, elle va grandir mais de façon vraiment énorme. Et du coup, si on avait un chemin de chaîne hyper droit, hyper classique, on aurait du gros kickback et je pense que ce serait même pas possible. Je pense qu'on casserait des chaînes et tout. Donc du coup, ils sont obligés de faire un chemin de chaîne très particulier. Je vais lire un peu les messages.
Ok, yes. Donc voilà, il y en a pas mal qui ont répondu dans les commentaires et qui ont dit les bonnes choses, donc c'est très juste. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, alors ouais, on aurait beaucoup de kickback, alors que cette solution-là fait en sorte qu'on n'ait pas du tout de kickback. La particularité de ce genre de cinématique, c'est que en fait, la roue arrière, elle va pas monter trop verticale. Elle va avoir un chemin de roue arrière qui va vraiment partir sur l'arrière au début. Et l'avantage de ce genre de cinématique, c'est que, bah, par exemple, si on passe une marche, par exemple en montée, et qui est censé vraiment nous arrêter, avec ce type de cinématique là, ça va vachement bien gommer toutes ces irrégularités de terrain en fait. Parce que le vélo il va s'allonger et au lieu de prendre le choc verticalement quoi. Donc c'est une très bonne solution. Par contre, la chose que je ne sais pas en fait, c'est est-ce que c'est pas bizarre d'avoir un vélo qui s'allonge quand tu l'écrases en fait? Parce qu'on ne l'écrase pas seulement sur les marches, on l'écrase à la réception des sauts, à l'appel des sauts, mais aussi dans les virages. Et du coup, je me demande il reste facile pour tourner. Et je ne sais pas si pour une pratique enduro, ce serait quelque chose d'intéressant. En DH, ça paraît convenir, hein, parce que c'est un vélo qui gagne pas mal de compétitions. Donc voilà. Donc un vélo assez particulier, mais au final, c'est un monopivot. Donc le point principal autour de quoi tout va tourner, c'est ici. Et si on va un peu plus loin, pourquoi est-ce que c'est important de savoir où est le pivot, qu'il soit virtuel ou réel? C'est parce que c'est ça qui va définir pas mal de choses en termes de kickback, efficacité au pédalage, anti-rise. Tous les termes là sont quasiment tous définis par le point de pivot virtuel et la ligne de chaîne. Donc voilà, donc c'est super important et c'est pour ça que cette première vidéo que j'avais faite, elle a été faite pour un peu décortiquer toutes les cinématiques et de faire ça un peu rapidement et d'avoir une vision globale de tout ce qui se fait. Un autre paramètre aussi qui va être géré par la cinématique, ça va être la progressivité du vélo. Donc si vous avez regardé mes vidéos, la suspension a une progressivité, mais le vélo, la cinématique du vélo a aussi une progressivité. Et par exemple, un vélo qui est très progressif, on va pouvoir lui mettre un amortisseur à ressort, alors qu'un vélo qui serait très linéaire, faut éviter parce que du coup, bah, on aurait linéaire plus linéaire, ça fait un vélo très très linéaire et c'est pas forcément intéressant. Alors il y a des gens pour qui ça serait intéressant parce que bah, quelqu'un qui envoie pas des gros sauts et tout, pourquoi pas avoir un vélo linéaire. L'important c'est notamment d'utiliser tout son débattement et pas simplement la moitié quoi. Donc si on a un vélo très 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 progressif, ben il y a des gens qui iront jamais au fond quoi. Voilà. On fait un petit tour sur les commentaires avant de passer au vélo suivant. Tac, tac, tac. Alors, justement, Forbidden Druid, je vois que quelqu'un parle du Forbidden Druid et ça va être le suivant. On est parti sur le Forbidden Druid. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis juste à la suite, c'est que c'est quasiment le même type de cinématique, hein, sachant que par contre, lui, c'est un enduro. La particularité, j'ai vu, c'est il a seulement 130 mm de débattement. Donc, c'est pas un gros enduro, c'est presque du all mountain ici. Et on a vraiment une cinématique qui ressemble au Commensal, si ce n'est que c'est un vélo vraiment fini. Le cadre est vraiment beau, en carbone et tout, c'est vraiment joli. Alors si on cherche un peu les points de pivot, donc on a le monopivot ici, hein, qui est le seul, le point le plus intéressant, et le reste c'est dédié en fait à l'amortisseur et tout est bien caché, tout est bien camouflé, c'est super propre, c'est un très très beau vélo. Alors ce que j'ai bien aimé aussi sur leur site, c'est que bah, il y a pas mal de détails, et notamment on peut voir la biellette interne, donc on a le point de pivot principal ici, et les trois autres ici, avec une extension ici qui va permettre d'accrocher l'amortisseur entre cette pièce-là et le cadre, donc pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc le fameux chemin dont je parlais de roue arrière, ici on le voit bien, un vélo classique, normalement sa roue arrière quand le vélo s'écrase, elle monte quasiment verticale. Alors quasiment verticale, bien sûr c'est un mouvement de rotation donc ça monte pas tout à fait verticalement, mais à cause des problèmes de kickback et tout ça, on préfère quand même ce genre de trajectoire de roue arrière, mais lorsque tu prends un square edge comme disent les anglais, donc quand tu prends une marche, avoir un vélo qui part plutôt vers l'arrière, une roue arrière qui part plutôt vers l'arrière, ça va permettre de pas mal gommer les choses. Donc c'est pour ça que cette solution est vachement intéressante et voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce genre de cinématique et j'espère que vous avez bien compris pourquoi on est obligé un peu de faire ce chemin de chaîne particulier. C'est parce que sinon, en termes de kickback, ce serait invivable quoi. Si vous avez des choses à préciser aussi, si vous connaissez d'autres choses que j'ai pas dites, vous pouvez me le dire.
En DH, il est terrible. Halo Tox, il en a un et il adore quoi. Tac. Alors, je peux pas répondre à toutes les questions spécifiques, sinon on va pas s'en sortir. Mais si vous avez des trucs précis sur le vélo là. Alors, non, les ressorts sont pas plus progressifs. Ils sont plus linéaires. Ils sont plus progressifs que les ressorts AR. En toute fin de course, non, c'est pas vrai. Un ressort, ça a vraiment une course, enfin comment dire, une force qui va être proportionnelle à son écrasement. C'est un truc qu'on apprend, je crois, en seconde ou première ou terminale. L'équation c'est kx, donc c'est vraiment un truc linéaire au possible quoi. Et l'avantage de l'air, c'est que c'est on peut vraiment le personnaliser à foison en fait, et ça peut correspondre à tout le monde quoi. Alors qu'un amortisseur à ressort, le vrai avantage de l'amortisseur à ressort, c'est que tu as besoin de quasi aucun entretien quoi. C'est top, et puis c'est super sensible aussi en début de course. Est-ce que le faible débattement est compensé par l'allongement du vélo? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en fait le débattement, celui dont on parle, les 130 mm, c'est pas le débattement de la course de l'amortisseur, c'est vraiment la trajectoire de la roue arrière. Est-ce que c'est compensé? Oui, il y a peut-être quelque chose à réfléchir là-dessus, mais je pense que c'est un 130 mm, et il est prévu pour des roues de 29, donc ça doit franchement correspondre à pas mal de types d'enduro, notamment dans les Vosges chez nous, ça serait pas mal, je pense. Mais dès que ça devient un peu plus violent, je pense que c'est pas super, super top. En tout cas, c'est pour ça qu'on a toutes ces gammes de vélos, hein, du VTT classique, All Mountain, Enduro, il y a même des freeride, etc. quoi. Alors la différence entre linéaire et progressif, c'est que la raideur, on va avoir de plus en plus de mal à aller au fond de la suspension, notamment parce que la courbe est progressive, c'est-à-dire les 3 mm de début de course, écraser l'amortisseur de 3 mm en début de course, c'est beaucoup plus facile que d'écraser l'amortisseur de 3 mm en fin de course. Voilà. Et en fait, ça va être, je pense, la prochaine vidéo que je vais faire. Je vais parler de progressivité. Donc, on avance, on passe au Scott Gumbler. Alors, le Scott Gumbler, vous me l'avez pas mal cité. Et c'est vrai que moi, une fois, je l'avais vu en bike park et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce bordel? Et en fait, maintenant que je m'y connais un peu plus en cinématique, je me dis que bah, c'est pas si compliqué que ça. Ça fait beaucoup de biellettes et c'est pas très esthétique selon moi, mais par contre, si on veut classer cette cinématique, c'est assez simple parce qu'en fait, on a encore une fois un monopivot ici avec ce point-là qui est le seul point qui est intéressant pour tout ce qui se passe derrière en fait. Et tous les autres, c'est un quadrilatère, là c'est une sorte de losange qui va venir modifier sa forme pour pouvoir écraser l'amortisseur. Donc ça c'est un quadrilatère dédié à l'amortisseur une fois de plus, et on a un monopivot quoi. Donc là le pivot ici il est positionné un petit peu au-dessus de la chaîne, et ça en général on l'apprendra plus tard, mais c'est pas mal pour... c'est-à-dire que c'est un vélo qui va bien pédaler. Donc voilà, donc un quadrilatère. On avance rapidement tout de suite. Alors au début, c'est des vélos que je trouve pas si spéciaux que ça en fait. Bon, par exemple, vous m'avez cité ce vélo-là, ben, on l'a vu, il ressemble beaucoup au Specialized que j'avais montré, là, l'Enduro, avec en fait 4 points de pivot. Donc c'est un pivot virtuel parce que la roue arrière est accrochée au haut banc ici derrière. Du coup, elle ne touche pas directement le cadre. Et en fait, si on essayait un peu de visualiser où serait le pivot virtuel, on va essayer de le faire en live comme ça. On n'a qu'à dire. Voilà, c'est le pivot virtuel, il est à l'intersection de ces deux barres là, et donc il serait assez loin devant comme ça. Voilà, on va dire qu'il serait loin vers ici. Du coup, ça en général, je pense que par rapport à la ligne de chaîne, ça veut dire que c'est un vélo qui pédale bien, et en plus qui a une grande indépendance au freinage. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'anti-rise, et du coup le vélo va être indépendant du freinage. La suspension arrière va être indépendante du freinage. Alors ça c'est des choses, c'est des spoilers un peu tout ça, parce que je vous expliquerai pourquoi dans une vidéo future, mais il faut que je travaille tout ça. Ça prend du temps et j'en ai pas beaucoup. Alors ouais, il y a pas mal de commentaires, là, je suis un peu paumé. Tac. Alors on est 93 en ce moment. Je
Je m'attendais pas à autant de monde en fait. Alors, je peux pas répondre à tout le monde, notamment il y a Théo qui a cassé son dérailleur. Qu'est-ce qu'il peut mettre à la place? Je sais pas. Il y a plein de solutions chez Shimano, SRAM et maintenant TRP aussi qui arrive. Et puis puis d'autres hein, probablement. Il y a un peu pour tous les prix, sachant que moi, je roulais beaucoup avec soit GX chez SRAM ou soit le, comment il s'appelle, le M80, M8000 chez le XT en fait chez Shimano, qui sont très bon rapport qualité-prix. Tac. C'est pas le ressort en lui-même qui est progressif, non, Antoine? Ah oui, voilà. Ouais, effectivement, sur les amortisseurs à ressort, il y a une espèce de bumper, mais même sur les amortisseurs à air, parfois il y a des choses à interne comme ça qui permettent en fait d'aller amortir la fin de course, histoire de pas faire un. Quand ça talonne, histoire que ça fasse pas un truc hyper violent. Mais ça, c'est juste une sorte d'amortisseur de secours, quoi. C'est juste pour pas que quand ça frappe au fond, si vous venez péter l'amortisseur et tout, et que ce soit un peu plus confort. Mais l'objectif, c'est que ça tape pas trop souvent au fond quand même. Ok. Alors, on passe au suivant. Avec en fait un vélo qui selon moi est pas du tout il est super joli hein, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Ce que je veux dire c'est que c'est un quadrilatère classique avec un pivot virtuel encore une fois. Donc là si on met les points, par contre je l'ai quand même mis dans cette petite analyse rapide parce que ce que je trouve intéressant et c'est assez rare, c'est que l'amortisseur il est accroché au bras flottant et c'est ce que j'appelle la biellette ici. Voilà, c'est assez rare. J'avais cité dans la vidéo le De Vinci Spartan aussi qui avait ça. Et j'en vois pas souvent finalement. Accroché, en général, c'est soit accroché à la biellette et au cadre d'un coup, soit parfois il y a des amortisseurs flottants qui sont sur le bras oscillant et la biellette. Mais c'est assez rare sur le haut banc, là, sur cette base-là. Donc voilà. Donc on va passer rapidement, hein. L'objectif c'est que notre vidéo ne dure pas non plus trop longtemps. Je ne connais pas les meilleures roues d'enduro en 29. Moi j'ai des bonnes roues, les Raceface là que j'ai actuellement sont bien. J'avais bien aimé aussi les Stans No Tube. Alors, je sais pas, il faudrait tout tester. Puis il y a beaucoup de critères en fait, hein. Est-ce que tu veux quelque chose de rigide? Est-ce que tu veux quelque chose qui pardonne plus mais qui est un peu plus mou, mais du coup qui va durer plus dans le temps? Enfin voilà, il y a plein de paramètres et souvent il n'y a pas de meilleur vélo quoi. Il y a surtout des compromis un peu partout et il faut choisir ce qu'on a envie, hein. Voilà. Alors j'ai un doctorat en traitement de signal, donc c'est des maths appliquées et, euh, et en gros je me suis pas mal spécialisé quand même dans les statistiques. Alors on passe au suivant qui est encore un vélo qui pour moi reste assez classique. Alors c'est une géométrie qui ressemble un peu à ce qu'on retrouve chez Giant. Je ne sais plus le nom de cette géométrie mais peu importe, je pense que vous le savez. En tout cas, dans les commentaires, il y en a qui le savent. Celle-ci s'appelle non, comment DW Link. Et encore une fois, c'est un quadrilatère. Alors, on a 4 points de pivot qui sont très proches du cadre. Donc, on a un quadrilatère hyper écrasé là, tout près. Et si on s'amuse à chercher un peu le point de pivot virtuel, euh, alors comment je peux faire? Hop, voilà, il serait vers ici. Tac. Donc là, je pense que c'est aussi un vélo qui doit bien pédaler, je pense. Et en termes de kickback, Euh, non, ouais, voilà, il doit bien pédaler, en tout cas au début. Alors pour le kickback, on ne peut pas tellement analyser ça comme ça en statique, parce qu'il faut voir où est-ce il va se déplacer ce point de pivot au cours du débattement, parce que l'avantage des points de pivot virtuels, c'est qu'ils vont se déplacer. Et donc c'est assez difficile comme ça à vue de dire, ok, ce vélo-là, il va pas avoir très peu de kickback ou pas. Surtout quand on a des points de pivot virtuels, c'est pas simple. Autre chose aussi que je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il y a des vélos qui se ressemblent énormément, qui ont des solutions qui se ressemblent énormément, et pourtant, en termes de paramètres ou en termes de caractéristiques, ils n'ont pas du tout le même comportement. C'est-à-dire que si vous venez changer un tout petit peu un des points, vous risquez de changer complètement, dramatiquement la progressivité. Peut-être que vous allez changer aussi. En fait, voilà, imaginez que ce point-là, là, rien que ce point-là, on le descende un peu.
et ben bim, notre point de pivot virtuel, il remonte complètement jusqu'ici. Et donc du coup, ça change tout. Ça change tout. Alors, on peut pas. Je sais que vous voulez que je vous dise quel est le meilleur vélo et tout, mais ou quelle est la meilleure cinématique. Mais vous changez le moindre point de pivot et tout change. Et c'est pour ça que certains vélos sont très chers parce qu'il y a des mecs qui réfléchissent pendant des heures dans un bureau pour se dire ok, comment je fais et où est-ce quelles sont mes solutions, quelles sont les et on va le voir, il y a des vélos super intéressants après avec des mecs qui sont vraiment cassés la tête. Ok, on passe au Santa Cruz. Alors, Santa Cruz, pourquoi est-ce que je l'ai mis? En fait, moi, je l'aurais pas mis plus que ça, parce que, encore une fois, c'est assez classique. C'est un pivot virtuel. Mais vous avez été énormément à me le citer dans les commentaires. Donc là, encore une fois, on peut s'amuser facilement à mettre. Alors, il faut que je me mette là. À mettre le point de pivot virtuel qui serait à l'intersection des deux droites, là, vers ici. Tac. À peu près, hein, peut-être un peu plus bas. Ici. Tac. Donc là, voilà, ça, c'est un vélo qui va bien pédaler. Et quoi d'autre? Donc le kickback, ça on peut pas dire. Et l'anti-rise doit être pas mauvais non plus. Ouais, ça doit être un vélo qui doit être. Alors il n'est pas indépendant au freinage, hein, c'est un vélo qui, si vous voulez, l'anti-rise, ça va permettre au vélo quand il va freiner. Alors je vais essayer de me mettre face à la webcam. Quand il va freiner, vous voyez, quand vous freinez avec un vélo, il aurait tendance à faire ça. Et ben, avoir de l'anti-rise, c'est un vélo qui va rester équilibré en fait. Et donc ça c'est la géométrie, hein, c'est tous ces points de pivot là, c'est surtout ce point de pivot virtuel qui va définir ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un vélo qui va plonger de l'avant, il va avoir tendance à être bien équilibré. Donc quand on a un anti-rise qu'on dit vers 100%, ça veut dire que le vélo, si on fait un freinage, si on est sur la route et qu'on freine d'un coup, le vélo va bien rester droit. Et alors qu'un vélo qui serait plutôt indépendant et qui aurait un anti-rise super faible, du coup, lui il s'en fout et du coup il plongerait aussi. Alors ça veut dire que sur du très 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 raide, ça risque d'être un peu plus. On va avoir l'impression qu'on va passer au-dessus du guidon. Et du coup, c'est pas recommandé pour les débutants, etc., d'avoir un, un vélo très indépendant en fait avec très peu d'anti-rise. Mais comme on l'a vu sur le démo de Specialized, Loïc Bruni, lui, il préfère avoir un amortisseur indépendant. C'est-à-dire que lui, quand il va freiner dans les trous, sa suspension va bien fonctionner. Alors qu'un vélo avec de l'anti-rise, avec beaucoup d'anti-rise, quand on va freiner dans les trous, la suspension va être un peu bloquée, la détente va pas bien fonctionner et ça va pas bien fonctionner en fait tout simplement. Donc il y a du pour et du contre et il y a certaines marques qui préfèrent mettre beaucoup d'anti-rise, d'autres qui préfèrent avoir une suspension très indépendante du freinage. Encore une fois, c'est des compromis et certains vont préférer un Santa Cruz, certains vont préférer un Specialized. Enfin, il y a plein de philosophies et il y en a pour tout le monde et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de vélos. Moi, je pense que s'il y avait qu'une bonne solution, à force, toutes les marques auraient fini par converger, quoi. Donc voilà, on peut regarder aussi rapidement le DH ici. Donc pareil, quadrilatère avec un point de pivot virtuel qui serait encore une fois, hein, c'est un point de pivot virtuel et qui serait vraiment vraiment ici, quoi. Donc c'est un DH. Alors je vais mettre le point, tac. Il serait vraiment ici, donc c'est un vélo DH qui pédale vraiment bien, quoi. Ouais. Et en termes d'anti-rise aussi, il a beaucoup d'anti-rise et autour de 100%, je dirais. Alors, je vais refaire un tour sur les commentaires. Je ne sais pas si je ferai un jour une vidéo sur les jantes pour répondre à Vince parce que je connais rien et je ne sais pas si, si je peux apporter des choses intéressantes. Si, bien sûr, on peut parler de la rigidité latérale, etc. Il y a quand même des choses à dire, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout ma spécialité. Alors qu'un cadre soit en aluminium ou en carbone, ça change rien. Ce que je veux dire, c'est que ça va rien changer sur la cinématique, sur les points de pivot et tout ça, ça va rien changer du tout. Et du coup, sur tout ce qui est progressivité, kickback, etc., ça va rien changer. Ça va changer principalement sur la rigidité en fait du vélo. Et donc, on va avoir un vélo en aluminium qui pardonne plus. Et récemment, Loïc Bruni, il a fait un petit bike check de son vélo et il explique que lui, il préfère un vélo en aluminium parce que c'est un peu plus, ça pardonne un peu plus, c'est un peu plus bateau quoi en fait, hein. Mais voilà, certains pilotes vont préférer l'alu, d'autres vont préférer un vélo très rigide qui répond. C'est-à-dire que lorsqu'on l'écrase, il va nous rendre tout ce qu'on lui donne.
La particularité, c'est que un vélo, il y a deux directions dans la rigidité. C'est une direction dans l'axe, donc un vélo qui répond, c'est-à-dire quand on l'appuie, il répond. Et la rigidité latérale, et ça c'est un peu plus compliqué. L'idée c'est de pas en avoir de trop, parce que ça veut dire que dès que vous allez prendre un trou latéral, genre, enfin, je sais pas, un caillou qui vous fait aller latéralement, le vélo il va partir quoi. Alors que si c'est un vélo en aluminium et qui gomme un peu tout ça, le vélo il va juste gommer ce choc latéral. Un vélo très très rigide latéralement, par exemple les nouveaux Sun là, quand c'était sous forme de prototype, les Sun d'enduro là, je sais plus leur nom, quand ils étaient sous forme de prototype, je sais qu'ils étaient hyper rigides et du coup latéralement, c'était quasiment inroulable quand tu rentrais dans un pierrier, tu te faisais secouer dans tous les sens. Alors que, alors bon, ils ont retravaillé hein, parce que tout ça c'est des histoires de rigidité. Et l'avantage du carbone, c'est que tu peux ajouter des couches pour le rendre plus rigide ou supprimer des couches pour le rendre moins rigide. Et donc tu peux travailler un peu tout ça hein, et essayer d'être fin sur ce genre de paramètres. Avec l'aluminium, je pense que c'est un peu moins facile, mais bon, l'aluminium pardonne de lui-même. Voilà, c'est ça le terme. Alors, en cross-country, il y a des bikes qui jouent sur le flex du carbone. Ouais, mais du coup, ils font des espèces. Bah, de toute façon, on va en voir pas mal, hein. On va en voir pas mal. Anti-rise. C'est quoi l'anti-rise? L'anti-rise, ouais, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et surtout, je le réexpliquerai proprement dans une belle vidéo si j'ai le temps de faire tout ça. Mais voilà, c'est des notions pas simples à appréhender. C'est pas un truc où je peux vous dire en 2 secondes, tiens, l'anti-rise, c'est ça. Comment tu sais où est le point de pivot virtuel? Le point de pivot virtuel, alors on va le faire sur celui-ci. On a lorsque la roue arrière est accrochée donc du coup sur un bras qui est complètement flottant, c'est-à-dire que tout ce triangle-là, il touche pas du tout le cadre, le triangle avant quoi. Du coup, le point de pivot virtuel, c'est l'intersection des deux droites, celle du haut ici et celle du bas là. Elle va arriver à peu près vers là où est ma souris. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut trouver le point de pivot virtuel. La particularité, c'est quand tout ça va se mettre en mouvement en fait, et ben ça va changer de position et du coup c'est ça en fait la clé des pivots virtuels, c'est que du coup tu peux avoir un vélo qui pédale bien et qui n'a pas de kickback. Alors que normalement sur un monopivot en général c'est des choses qui sont un peu antagonistes, c'est-à-dire que soit tu as un vélo qui pédale bien, soit tu as un vélo qui a peu de kickback. Donc ça c'est sur les monopivots et sur un pivot virtuel tu peux essayer de faire en sorte que qu'il soit bon des deux côtés en fait. Voilà. Donc, euh, donc voilà, alors j'ai remis ce vélo là parce que vous avez été nombreux à me le citer dans les commentaires. Mais pareil, c'est un quadrilatère classique. Moi je veux dire en termes de cinématique, il n'y a rien que je trouve choquant. La particularité c'est que c'est l'amortisseur accroché entre la biellette et la deuxième petite biellette en bas là. Et du coup c'est un amortisseur flottant. Alors attention à pas vous faire piéger par tout ce qui est la communication des marques. Elles vont vous dire que, en plus, ça s'appelle zéro suspension. Ils vont vous dire c'est un système révolutionnaire qui fait que c'est trop génial. Mais est-ce que c'est vraiment si génial? Déjà, selon moi, ça change qu'un seul des paramètres, ça change que la progressivité du bike. Donc, est-ce qu'il va être plus progressif et plus sensible ou est-ce qu'il va être plus linéaire? Bon, euh, ça, il faut analyser chaque vélo pour le décrire, mais voilà, forcément, ils ont fait un truc un peu particulier. On va forcément vous dire c'est génial, c'est révolutionnaire et tout. Mais la vérité derrière tout ça, c'est quand même toujours un peu flou, hein. Ça mérite de prendre du temps de réfléchir derrière. Et franchement, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Cube Enduro est une très 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 bonne marque, hein. Ils font des bonnes choses. C'est des bons vélos. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a posé une question sur un de leurs vélos. J'ai regardé et il avait l'air d'être bien réfléchi. Donc voilà. Il y a beaucoup de bonnes marques, hein. Il y a beaucoup de bonnes marques. À force, les marques qu'on connaît, en général, c'est des vélos travaillés avec de la vraie R&D derrière et tout ça. Alors, ouais, parmi les objectifs que j'ai un peu dans mes vidéos, j'aimerais que les gens, en général, on se focalise un peu moins sur l'équipement du vélo. Ok, une Fox 38 c'est génial. Ok, ok, un dérailleur Eagle c'est génial et tout. Mais souvent il y a des gens qui réfléchissent juste avec les composants et ils savent pas du tout si le vélo en fait c'est un vélo qui va être adapté à leur discipline ou pas, qui va avoir très peu de kickback, qui a été vachement réfléchi, etc. En général, les grosses marques, elles ont un gros service R&D. Et les R&D, c'est quoi? C'est les gens qui réfléchissent pour construire le vélo. Et du coup, ça coûte très cher en fait. Ça coûte très cher et à la fin,
c'est pas du matériel, c'est simplement de la réflexion. Et c'est pour ça que souvent, alors il y a aussi la marque, hein, mais c'est pour ça que souvent les grosses marques, leurs vélos sont beaucoup plus chers. Parce que les mecs, ils essayent de faire un truc vraiment chiadé, quoi, voilà. Plus le côté marketing, plus ben, le marketing aussi, ça coûte de l'argent. Ok, on passe encore à un vélo pas si particulier que ça. Comment il s'appelle celui-ci? C'est un Kélis Swag. Alors juste, il est un petit peu particulier. Alors j'aime bien, c'est un peu plus facile de voir de l'autre côté. Parce qu'en fait, ouais, c'est le positionnement des points de pivot qui sont assez particuliers. Donc c'est encore un pivot virtuel, hein. Et notamment l'intersection de tout ça, le vrai point de pivot virtuel, il va être, donc du coup, si on s'amuse à le tracer, on dirait qu'il va vraiment être ici, quoi. Mais ce que je trouvais assez particulier, en fait, c'est vraiment le positionnement des points de pivot. Là, c'est assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Mais ça reste un quadrilatère et on peut le classer comme par rapport à la vidéo que j'avais sortie la dernière fois, on peut le classer assez facilement. Donc pivot virtuel avec amortisseur accroché sur la biellette et entre la biellette et le cadre, quoi. Voilà. Ensuite, alors les Propane aussi, c'est pas mal revenu dans les commentaires. Ah oui, aussi, j'ai parlé de la chaîne d'André XTR qui décrypte pas mal les choses et tenez, je vous mets le nom parce que vous savez peut-être pas comment ça s'écrit. André XTR. Voilà, donc lui, c'est lui le premier qui m'a intéressé à tout ça. Et maintenant, il y a la chaîne POV Trail qui analyse un peu un vélo régulièrement et qui fait ça vachement bien. Et c'est bon, encore une fois, c'est de l'anglais et puis surtout, il a un accent assez imbuvable, mais par contre, derrière le travail, il y est quoi, et c'est super intéressant. Alors, il y a aussi Clash chez Commensal qui est intéressant avec son point de pivot qui permet le positionnement de l'étrier sur le haut banc. Alors je pense que ce dont tu parles, oui, ce dont tu parles en fait, c'est ce qu'on appelle un split pivot. Effectivement, le Clash de Commensal, c'est un split pivot. Et du coup, c'est intéressant. J'en reparlerai dans une vidéo, mais en fait, pour tout ce qui est kickback, efficacité au pédalage, c'est vraiment comme un monopivot. Par contre, pour l'anti-rise, c'est comme un pivot virtuel. Et c'est vraiment la frontière entre les deux mondes, entre les pivots, les monopivots et les pivots virtuels. Tu as le split pivot qui est pile poil entre les deux. Et pour ce qui est de tout ce qui est accélération, on va dire, c'est-à-dire bah, kickback et efficacité au pédalage, ça se passe comme un monopivot. Et pour le freinage, ça se passe comme un pivot virtuel. Donc c'est vachement intéressant aussi. Et j'en reparlerai. Mais pas aujourd'hui. Alors, Propane aussi, ça a été pas mal cité dans les commentaires. Du coup, mais en fait, au final, encore une fois, c'est un pivot virtuel. Euh, voilà, donc on peut voir le quadrilatère là. Et ce que je me suis dit en voyant ça, par contre, c'est que là, par contre, le point de pivot, il est placé. Alors, si on regarde, il va être ici, quoi. Que je me trompe pas, ouais. Il va être ici le point de pivot virtuel. Et ça, moi, je vous dis tout de suite, ce vélo-là, il va pas bien pédaler du tout. Enfin, pas bien pédaler du tout. Après, c'est relatif aussi, hein. Mais il va pas être super efficace au pédalage. C'est-à-dire que quand vous allez pédaler, il va y avoir du pédale bob. C'est-à-dire que quand on tire sur la chaîne, ça va écraser l'amortisseur. Et à chaque coup de pédale, votre vélo, il va osciller comme ça. Boum, 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 boum. Et je trouvais ça vachement bizarre. Et après, en fait, je me suis rendu compte que ce vélo-là, il est dédié au freeride. Et je me suis dit, ah bah en fait, c'est logique. Parce que du coup, il a probablement très très peu de kickback et c'est un vélo de freeride. Et du coup, je suis allé voir rapidement le vélo d'enduro de chez Propane. Et lui, par contre, son point de pivot virtuel, il est beaucoup mieux placé, quoi. Si je me mets ici, il est là, quoi, en gros, on va dire. Et du coup, là, il est beaucoup mieux placé, et ça, c'est un vélo qui va beaucoup mieux pédaler. Donc voilà. Alors, on va passer un petit peu au cross-country. Je vais refaire un tour des commentaires. Le Isker, ça change un peu. Je regarderai, mais là, je vais essayer de rendre le truc un peu fluide. Alors, Canyon Strive, ils ont un shapeshifter. Et ça change la géométrie du vélo. Ouais, en fait, maintenant, il y a plein de vélos où tu peux changer ta géométrie en modifiant des petites choses. Notamment chez Rocky Mountain, nous, on a le Ride 9 sur l'altitude, par exemple, et même sur pas mal de gammes. Et on peut en fait changer vraiment des propriétés du vélo en changeant vraiment pas grand chose. Et ça change réellement, quoi.
Et la particularité de Canyon, c'est qu'eux, ils ont un truc où tu peux le faire dynamiquement. C'est-à-dire que tu changes carrément la géométrie de ton vélo juste avec un bouton au guidon. Et tu passes d'un vélo serait plus orienté all mountain à un vélo qui serait plus orienté enduro, quoi. Et c'est intéressant. C'est des choses en plus. Moi, je suis assez partisan de la simplicité. Et pour moi, c'est un peu compliqué, mais je me vois pas faire ça en fait en spécial, c'est surtout ça. Mais après, par contre, c'est vraiment intelligent ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est cool. Alors, on va passer un petit peu au vélo de cross-country là, parce que eux, pour le coup, ils avaient un peu tous les nombres de points de pivot que vous voulez. Si on passe sur le Cannondale Scalpel, alors le voilà un peu la perle rare que j'avais pas trouvé moi, c'est un vélo avec seulement deux points de pivot. Alors, c'est pas un vrai deux points de pivot, c'est-à-dire que encore une fois, ils se servent de l'élasticité des matériaux pour tirer et de la même façon que le 3 points de pivot en fait de Nino Schurter, hein. Et donc voilà, c'est la même chose. Alors c'est vraiment fou que ici il n'y ait pas du tout de point de pivot, quoi. C'est-à-dire que là, ça va se déformer et ça va se déformer. Et apparemment ça fonctionne. Bon, après, je vous fais un zoom quand même, si ça veut bien marcher. Hop, voilà, hein, c'est réservé à des débattements microscopiques, quoi. Tu peux pas te permettre de faire ça sur des grands débattements. Voilà, donc là les deux points de pivot en haut là-haut. Ok. Ensuite on a le Léon. Alors c'est quoi exactement? C'est un Semita. Et là c'est assez la folie parce qu'il y a zéro point de pivot. Eux carrément, et là il faut vraiment zoomer. Alors attendez, je vais faire en sorte que ce soit un peu plus clair parce qu'on voit rien. Il faut zoomer, mais eux ils ont fragilisé volontairement, c'est un vélo en titane, et ils ont fragilisé volontairement des parties, on voit ici là, et ici aussi, de sorte que ça puisse être flexible au moins dans la direction du débattement. Et voilà, donc c'est un vélo avec zéro point de pivot, et pourtant c'est un tout suspendu. Donc la perle rare. Alors, j'ai quand même une remarque à faire sur ce vélo, c'est que l'amortisseur il rentre dans le tube en titane là. Et du coup, ça veut dire que si le vélo commence à travailler un peu en latéral, l'amortisseur il va morfler de ouf. Et il va morfler et en général, va falloir souvent le réparer, quoi. Il va fuir et tout. Je sais ça parce qu'avant Specialized, ils avaient une sorte d'amortisseur un peu dans le style là et j'ai des potes qui arrêtaient pas de le péter. Donc voilà, mais bon, c'est un vélo de cross-country qui est pas forcément fait pour être matraqué en descente. Mais ouais, c'est fou, un vélo avec zéro point de pivot. Alors, tac, sur le Strive, ok. Comment tu trouves le point de pivot virtuel? Mais ça, je l'ai expliqué il y a très peu de temps. Le kickback, c'est ce qui permet au vélo de ne pas plonger quand tu freines. Non, le kickback, c'est le fait que comme la suspension... Alors voilà, on va aller sur un vélo un peu plus... voilà. Non, le meilleur vélo qu'on puisse avoir pour parler du kickback, ça va être les Commensal là par exemple. Faut imaginez que la ligne de chaîne ici, tac, je vais faire comme ça, je vais dessiner. Imaginez que la chaîne au lieu de passer par en haut, elle passe par là, normal, comme un vélo normal. Et ben en fait, comme l'arrière tout le bras arrière ici, il va tourner autour de ce point là, ce point là, il va s'écarter énormément de ce point là. Donc en fait, ça va tendre la chaîne. Et si ça tend la chaîne, ça fait une contrainte qui fait que l'amortisseur va se bloquer. Et donc et puis voilà quoi, du coup ça marche pas quoi. C'est-à-dire que tu as un vélo une suspension qui se bloque. Alors, tendre la chaîne, ça revient aussi à faire tourner la roue arrière. Ce qui fait qu'en fait le kickback c'est quelque chose qu'on va ressentir si on roule dans un pierrier pas très rapidement par exemple, ou qu'on pédale dans des pierres. C'est quelque chose qu'on va ressentir. Si on roule super vite, et ça Pov Trail l'a bien expliqué, si on roule super vite, par exemple à 30 km/h, apparemment si tu roules à 30 km/h et que tu descends une marche de 1,50 m et que tu réceptionnes à plat, tu es censé pas sentir le kickback. Le kickback c'est quelque chose que tu vas ressentir quand tu roules plutôt dans une partie qui est très lente et que pourtant ta suspension travaille beaucoup. Et ce que ça va faire, c'est que ça va tendre la chaîne. Alors il y a deux solutions, soit ça bloque un peu ton amortisseur, soit carrément ton pédalier ben, il va tourner en arrière, quoi, histoire de compenser ça, quoi. Donc voilà, ça c'était pour le kickback. On en était donc au trek.
Alors, je ne sais plus le nom. C'est quoi? C'est le Trek Super Caliber. Donc que roule Yolanda Neff notamment. Donc ici on a un seul point de pivot qui est en bas là. Et pourtant, on a une base, un banc et tout, avec une suspension ici très particulière. Alors l'avantage de cette suspension par rapport au vélo qu'on a vu juste avant, le Léon, c'est qu'on ne devrait pas avoir le problème de latéral en fait, en latéral quoi. C'est vraiment, ça a été optimisé pour avoir aucun problème de suspension. Par contre, je vous invite à regarder cette vidéo là. Alors, merde, il se chou. Non, annulé, erreur. Non, il faut que je fasse ça. Tac. Où est-ce que on m'a envoyé ça sur Instagram? Alors je ne sais plus le nom de la personne qui m'a envoyé ça, mais regardez les bases. Donc vous avez vu comme ça se plie. Ça fait peur, hein. Je trouve que c'est bien de le voir un peu en action parce que là on se rend vraiment compte de comment est-ce qu'ils font pour faire fonctionner un truc avec soit un seul point de pivot, soit deux, soit trois. Normalement c'est pas logique quoi. Et pourtant ils le font. Donc encore une fois c'est réservé normalement aux vélos qui ont très peu de débattement. Alors ça c'est ce que je croyais, mais vous avez été capable de m'en sortir un vrai vélo d'enduro qui fonctionne là-dessus. C'est celui-là, hein, ouais, on est bien d'accord. Le Tarvo, il a que 3 points de pivot, donc normalement c'est pas censé fonctionner, sauf si toute cette partie arrière se déforme, un peu comme sur le vélo qu'on vient de voir. Et pourtant c'est un vélo d'enduro avec je crois 160 de débattement. Mais j'ai regardé un peu et je trouve que c'est pas mal fait parce qu'au final, cette biellette là quand elle va tourner, donc tu as tout ce bras là qui va avancer et donc la cinématique qui va fonctionner. Et en fait quand ça va tourner, je trouve que ça va pas forcément beaucoup déformer la base arrière en fait, tout ça là. Ça va pas beaucoup le déformer et pourtant l'amortisseur va beaucoup s'enfoncer. Donc ils ont fait ça de manière ingénieuse pour pas que ce soit dangereux. Et du coup, apparemment, ils vendent d'être le vélo d'enduro le plus léger du marché, quoi. Et ce qui est fort probable parce que du coup, ils ont beaucoup moins de matos dessus. Et voilà, une solution. Moi, je suis juste curieux sur ces vélos-là. Comment va réagir la détente de l'amortisseur? Parce que un vélo comme ça, même si tu enlèves l'amortisseur, tu l'écrases, il revient direct en position parce qu'il veut pas être déformé. Donc du coup, il va falloir avoir une détente de l'amortisseur qui va être vachement freinée. Et je suis curieux, je sais pas si ça se ressent ou si... ouais, je n'ai jamais essayé, donc je peux pas vous dire. Mais ma réflexion, elle est là. Je me dis, le vélo, il va vouloir revenir en position initiale, quoi. Donc il va avoir une grosse détente, quoi. Sachant qu'une grosse détente, si elle n'est pas maîtrisée, ben, tu vas te taper tous les trous. Enfin, c'est pas super intéressant, quoi. Ok, on passe au suivant. Lone Bike avec le Parabellum. Alors, ce vélo-là, il est classique, je pensais, parce qu'il y a 4 points de pivot, on les voit. Mais en fait, il y a plein de trucs à dire sur ce vélo-là. Déjà, ici derrière, on peut régler la base arrière, la longueur des bases. Donc c'est un monopivot. Ouais, c'est un monopivot parce que en fait, la roue arrière elle est accrochée directement à cette base là en bas. Donc elle va juste tourner autour de cette base, autour de ce point de pivot, pardon. Et donc, alors, on peut régler la longueur de la base ici avec des réglages. Je vais zoomer un peu. Donc, en fait, cette marque-là, ce qu'elle souhaite faire, c'est un vélo qui soit durable dans le temps et qui soit. On peut changer un peu tout dessus, histoire de. Voilà, que ce soit quelque chose de pérenne. Et c'est intéressant. Par contre, je suis hyper curieux. Alors, je vais enlever ça. Mais selon moi, là, le point de pivot, il y passe parfaitement au milieu de l'axe de pédalier. Ça veut dire qu'on a un point de pivot qui se trouve exactement sur l'axe de pédalier. Et ça, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, normalement, c'est un vélo qui pédale pas bien. C'est un vélo qui a du pédale bob. Alors, il aura aucun kickback. Ce vélo-là, la particularité, c'est qu'il aura aucun kickback parce que la distance entre la roue arrière et le point de pivot, elle reste toujours la même. Donc ça, c'est ça que je trouvais super intéressant sur ce vélo-là. Il a zéro kickback. Mais au pédalage, eh ben merde, du coup, il va être un peu mou, quoi. L'amortisseur va vachement fonctionner, il va osciller dans tous les sens. Donc, moi, si j'avais un vélo comme ça, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ben, la moindre relance, il faut que je bloque l'amortisseur. Donc là, ça devient intéressant d'avoir un système au guidon pour bloquer l'amortisseur le plus souvent possible pour pouvoir pédaler. À chaque fois que je pédale, il faut que ça bloque, quoi, quasiment.
Et quand je pédale pas, par contre, t'as un putain de vélo qui descend vachement bien et qui n'a pas de problème de kickback. Donc super. Super. Il n'y a pas de mauvais vélo, il n'y a que des mauvais pilotes, hein. Ça, faut le savoir. Mais voilà. Et on a une solution là où il faut réfléchir, il faut se dire, ok, moi, mon vélo, je sais qu'il pédale pas trop bien, ben, il faut que je bloque la suspension le plus souvent possible. Sachant que moi, sur mes vélos, j'ai pu bloquer la suspension depuis 3 ans, depuis que je suis chez Rocky Mountain. Je préfère maintenant, ce que je veux dire, c'est que je la bloque plus en spécial, alors qu'avant, je le faisais avec mon Kona parce qu'il n'était pas très efficace au pédalage. Et voilà, j'ai un vélo qui est vachement efficace au pédalage et du coup, je m'emmerde plus. Même si ça pompe un petit peu, je préfère me concentrer à pédaler comme un gros porc plutôt que de perdre du temps à essayer de bloquer l'amortisseur et puis risquer d'oublier de l'enlever à la fin quand t'es cramé et de replonger dans la spéciale avec l'amortisseur bloqué. Ça, c'est une connerie, hein. Donc voilà. Donc là, on a fait le tour des vélos un peu quadrilatères. On va passer à celui le plus fou un peu. Euh, non, vous allez voir, il y en a d'autres des plus fous. Mais en tout cas, c'est les marins là, c'est la folie. Alors, je vais repasser un petit coup sur les commentaires. Salut, que penses-tu? Alors, j'ai vu qu'apparemment, il y a Paul qui veut absolument changer de dérailleur et j'ai peur de te dire une connerie, c'est pour ça que je te réponds pas. Euh, je vais changer de cassette en 1146, je vais changer le dérailleur. Tu me conseilles quoi? Bah, en dérailleur, ça dépend de ton budget, ça dépend de ce que tu as envie de faire, mais ce que je sais, c'est que les bons rapports qualité-prix chez les grandes marques que sont SRAM et Shimano, il y a le GX ou le XT par exemple. Voilà. En fait, j'avais peur de. Parce que parfois, il y a des histoires de chape longue, chape courte, et je sais jamais, mais je crois que la chape moyenne, elle passe hein, en 46, mais je n'ai pas envie de me tromper, donc je dis rien. Ok. Ensuite, il est déterminé. Ok, arrêtez, on sait même pas. Tu roules en quoi? Cherche. Ok. Salut, que penses-tu de monter un amortisseur à ressort sur une géométrie très linéaire? Bah, je pense que ça va te faire un vélo hyper linéaire. Alors attention, le Yeti, je sais pas s'il est vraiment linéaire ce Yeti là. D'ailleurs, il y a plusieurs modèles chez Yeti et je pense qu'il y en a des plus ou moins linéaires et tout. Chaque vélo a un peu ses propriétés en termes de linéarité ou de progressivité. Mais en tout cas, ce que je peux te répondre, c'est qu'un vélo linéaire, si tu lui mets un amortisseur qui est lui aussi linéaire, tu vas avoir un vélo qui va facilement, comment on dit, aller au fond là. C'est quoi le terme, putain? Il va facilement talonner, voilà, c'est ça. Tu vas avoir un vélo qui va facilement talonner. Alors, si tu roules très smooth et que tu n'engages pas trop, ça peut aller très bien. Si tu commences à vraiment envoyer, à taper vraiment au fond, et ça va pas correspondre, quoi. Ça va faire un truc hyper flex. Donc voilà. Alors, Scott Spark, détente et bizarre. Les réglages sur l'axe arrière, c'est pour passer en 29 aussi. Oui, oui, je crois. Ce vélo-là, justement, leur objectif, eux, c'est d'avoir un vélo où tu peux suivre les modes sans changer de vélo, en fait. C'est-à-dire que si tu repassais en 25-29, tu pourrais, quoi. Hum, Ah non, je peux pas. En fait, je connais pas tous les vélos. Moi, je j'ai pas de mémoire et je retiens rien. Et le Canyon Torque, je sais plus lequel c'est. Enfin, je l'ai un peu près en tête, mais je peux pas préciser les choses, hein. Avec ce vélo, on peut faire un slope en single speed sans tendeur aussi. Euh, je sais pas si c'est vraiment vrai parce que du coup, c'est que des crans et t'as pas un réglage bien continu. Je pense, hein. Donc du coup, ta chaîne ne sera jamais vraiment bien tendue. Soit elle sera trop tendue, soit pas assez. Alors, par contre, là, on parle duquel au fait dessus juste avant hein, du Lone. Voilà, on parlait de celui-ci. Alors, les anciens systèmes de suspension par tirage, quels sont les avantages ou les inconvénients? Je sais pas tellement. Je sais pas tellement s'il y a vraiment des avantages ou inconvénients. Je sais que Cannondale, il se casse bien la tête. Mais je sais aussi qu'ils ont abandonné l'idée. Donc, je sais pas du tout si c'était bien ou pas. Alors la rediff va être disponible peut-être, je sais pas. Je sais pas comment on fait. Si on me propose et si YouTube me le propose, ouais, donc du coup si t'as autre chose à faire, tu peux y aller et puis tu pourras regarder la rediff si j'y arrive. Les amortos inversés, ça pose pas de problème. Les fourches inversées,
le problème que je trouve sur les fourches inversées, c'est que tu risques d'abîmer ton fourreau plus facilement, je pense. Mais pourquoi pas, hein, c'est ce qu'on a en moto et on met un protège plastique dessus et voilà quoi. Alors, comment est-ce qu'on voit si un vélo pédale bien ou pas grâce au point de pivot virtuel? Ça, c'est ce que je compte raconter dans les futures vidéos parce que je peux pas l'expliquer rapidement comme ça. Sinon, on va passer des heures. Il faut que je synthétise tout ça et que je fasse ça propre. Le vitité en image, on est d'accord que c'est un DH. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait un gros débattement. Non, non, pour moi, c'est un enduro. Après, ça se trouve, j'ai de la latence. Ça se trouve, on regardait les anciens vélos, je sais pas. Comment tu vois si un vélo pédale bien? Ok. Il y a un polygone avec la géométrie super bizarre. Ouais, donc justement, on y vient un peu. Donc là, c'est pas le polygone, mais c'est le marin. Et vous allez voir, c'est à peu près la même chose. Et quand vous m'avez envoyé ça, c'est vrai que je les avais déjà vus. Je croyais que c'était des e-bikes, moi. Et, et j'avais pas réalisé en fait que c'était une cinématique de l'espace. Et effectivement, on a une cinématique de l'espace. Alors, je vous invite à faire un petit zoom ici là parce que je comprenais rien au début. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Mais j'ai compris. Alors, en fait, ce qui est super important ici, ça va être le triangle là. Ce triangle là, en fait, c'est un triangle. Voilà, comme le vélo de Nino Shorter dans la vidéo précédente, on a un triangle, donc on sait que ça ne peut bouger que si une des grandeurs peut bouger. Et en fait, ce gros tube là, c'est un tube avec à l'intérieur un deuxième tube. C'est-à-dire qu'on a deux tubes là comme ça qui vont coulisser l'un dans l'autre. Et donc voilà, c'est comme ça qu'ils font en sorte que ça fonctionne et que du coup le triangle peut se mouvoir. Donc on va avoir cette tige là qui va tourner autour de ce point de pivot. Donc elle va monter vers ici. Je peux même, vous savez quoi? On peut même s'amuser à dessiner. Donc on va avoir ce point de pivot qui va tourner autour du... Enfin ce point là qui va tourner autour de ce point là. Et du coup, ça va forcer cette longueur là à grandir vers ici par exemple. Tac. Et voilà, et c'est comme ça en fait que ce vélo va pouvoir fonctionner, c'est parce qu'en fait on a deux tubes imbriqués l'un dans l'autre. Et donc du coup c'est comme une suspension, hein, si ce n'est que je pense qu'il n'y a aucun système de suspension dedans, c'est simplement un coulisseau quoi, qui permet aux deux de fonctionner. Donc on a un triangle, et on n'a pas un quadrilatère, on a bien un triangle. Par contre, vous voyez que en fait la solution là, pour que ça fonctionne, ils sont obligés de faire un tube là, qui est assez gros, pas super joli. Et ma question, c'est est-ce qu'ils améliorent tant que ça le kickback? Est-ce qu'ils améliorent tant que ça la progressivité ou surtout le pédalage, etc. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un truc qui est aussi peu esthétique et aussi gros? Est-ce que tu améliores vraiment les choses? Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire améliorer? Comme je l'ai dit, il y en a qui préfèrent avoir un certain type de cinématique, d'autres. Voilà, c'est quand même bizarre. Mais ça a le mérite d'exister et c'est très différent. Et franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et du coup, on a quasiment la même chose chez Polygon. Est-ce qu'on sait, ça va faire 1 heure déjà de live bientôt, dans 5 minutes. Donc, de toute façon, on arrive vers la fin et on arrive par contre vers les vélos les plus intéressants. On est 170. J'ai bien fait de ne pas regarder ça, ça met la pression. Ça met la pression. Alors, donc Polygon, en fait, c'est le même principe. Hein. C'est carrément le même principe. Ce que je veux vous montrer, c'est ça. Parce que là, on voit bien. Enfin, non, on voit pas bien en fait. On voit la même chose en fait. On voit ce triangle-là qui fonctionne comme je viens d'expliquer. Et donc, Polygone et Marin, c'est vraiment la même solution. Par contre, les points de pivot, ils sont beaucoup plus ramassés. Ils sont beaucoup plus proches les uns des autres. Alors, chez Marin, ils sont beaucoup plus éloignés. Ce qui fait deux cinématiques avec deux propriétés. Ma grande question, et peut-être que quelqu'un saura y répondre, ma grande question, c'est est-ce que sur une cinématique comme ça, on a un moyen efficace de trouver le point de pivot virtuel facilement? Je sais pas. Je sais pas. Sur les quadrilatères, c'est facile, mais là, je sais pas encore. Il faudrait que je me penche sur la question. Mais justement, l'avantage des lives et tout ça, c'est qu'on peut interagir un peu et tout. Et si vous savez, bah, ça m'intéresse. Parce que moi, je ne vois pas vraiment où est le point de pivot virtuel. En mécanique, apparemment, ils appellent ça le CIR, le centre instantané de rotation. Et je cherche le centre instantané de rotation sur un triangle. Bonne question. Et vous savez ce que c'est une bonne question? C'est une question dont on n'a pas les réponses. Voilà. Alors. Oui, Yeti. Alors j'avais précisé dans ma vidéo que c'est une solution que je trouvais très
intelligentes, vraiment différentes. Et esthétiquement, vu de loin, ça se voit pas trop. Vu de loin, esthétiquement, on dirait un vélo classique. Il n'y a pas besoin que ce soit trop bizarre pour que ce soit hyper ingénieux. Et en fait, voilà, il y a ce Switch Infinity. Et j'avais trouvé ça et j'avais dit, putain, c'est vachement intelligent et je trouve ça stylé. Mais j'ai appris, en fait, et grâce à vos commentaires, et je me suis un peu renseigné rapidement sur Internet, l'histoire est un peu différente. C'est-à-dire que l'histoire, à la base, avant d'avoir le Switch Infinity, Yeti, ils étaient arrivés avec ce système-là. Ce système-là, en fait, on ne le voit pas très bien, mais au lieu d'avoir, comme avant, un point de pivot qui va glisser verticalement, comme ça, là, en suivant les axes, là, on avait un point de pivot qui tournait dans un roulement. Il tournait un peu comme ça, et comme ça, il pouvait se déplacer. Donc, c'est un monopivot, mais qui se déplace. Et donc, ça c'est un peu l'ancêtre du Switch Infinity. Mais pourquoi est-ce que c'est l'ancêtre? Parce qu'en fait, Yeti, hein, les Américains, les gros, hein, les costauds, et ben Yeti, ils ont copié, tenez-vous bien, Between. Ils ont copié Decathlon, ok? Et franchement, putain, Decathlon, c'est des tueurs. Decathlon, c'est des tueurs. En fait, Decathlon, on pourra dire ce qu'on veut, mais quelle que soit la discipline, ils sont toujours en train de chercher à faire de l'innovation et ils se cassent la tête pour de vrai. Et je vous jure qu'ils se foutent pas de notre gueule parce que pour inventer un truc comme ça, c'est que c'est des mecs qui réfléchissent à comment est-ce qu'on va pouvoir avoir un vélo assez simple et qui en plus n'a pas de problème de kickback ou de pédalage un peu mou, etc. Donc c'est vraiment des mecs qui se cassent la tête avec un vrai truc, comment on dit, un vrai secteur R&D et ils se foutent pas de notre gueule, hein, franchement. Et du coup, c'est là où je veux en venir, c'est que Between, ils ont une belle solution. Alors Between ou Rockrider maintenant, ils ont ce fameux point de pivot là qui va tourner autour d'un roulement en fait, hein, qui va pouvoir se déplacer. Alors bien sûr, il fait pas tout le tour, mais il va pouvoir se déplacer un peu grâce à, comme on l'a vu juste avant. Alors je vais enlever ça. Tac. Grâce à ce système là, quoi, qui est super ingénieux et qui est génial. Donc retenez bien une chose, Yeti a d'abord copié Decathlon. Sauf que Decathlon, ils sont pas cons. Ils font des patents, comme on dit en français, des brevets. Ils déposent des brevets. Et donc Yeti n'a pas eu le droit d'utiliser ça. Donc ils ont vite changé de solution. Ils ont réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait faire autre chose. Mais sur cette base-là, sur cette réflexion-là, et c'est de là qu'est né le Switch Infinity. Donc je romance peut-être un petit peu parce que je connais pas la vraie histoire qui se cache derrière. Mais apparemment, ça s'est passé comme ça. Et je trouve ça fascinant. C'est génial. Alors, ouais, c'est le système neuf de Decathlon. Neuf de Decathlon. Il faut regarder les tangentes de la pièce mobile pour trouver le cire. D'accord. Ok, donc en fait, ça serait un peu... ouais, il faut un peu simuler la mobilité de la pièce. Ok. Eh ben, je réfléchirai à ça et c'est un bon point que tu m'apportes là. Between, ils avaient ça il y a quelques années. Oui, mais Between, c'est Rockrider et c'est Decathlon, c'est des tueurs. Si tu veux monter un ressort hélicoïdal, il faut que tu montes avec un ressort progressif. Ah oui, alors oui, exact. Les ressorts, les suspensions à ressort, je ne le précise pas toujours, mais en vrai, il existe des ressorts progressifs. D'ailleurs, en général, quand on a un ressort progressif, on le précise. Et si on dit juste ressort, c'est qu'il est linéaire. Et il existe des ressorts progressifs, ça coûte assez cher. Mais voilà, Léo Ben nous a bien éclairé là-dessus. Il nous a précisé plusieurs marques et il a tout à fait raison. Un amorto avec une butée hydraulique. Ah ça m'étonnerait parce qu'une butée hydraulique, normalement l'eau c'est incompressible. Donc c'est une butée violente de l'espace ou alors j'ai pas compris. Ils l'ont abandonné. Attaque. Mais bon, ouais, si vous avez des précisions, dites-moi hein, sur les butées hydrauliques, je sais pas. Bon, on va avancer parce que là on arrive sur les derniers gros vélos. Et voilà. Et là on arrive sur mon chouchou de ce live. Alors, on va l'analyser rapidement. Alors, je vais dézoomer un peu. Ace 8. Et je suis un peu tombé sur le cul. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Alors, voici un peu comment ça se passe, les points de pivot ici. Et si on les regarde, en fait, on a aussi un quadrilatère. Hein, donc, ça, c'est classique. Avec notamment,
Bon voilà, les deux parties sur le cadre. Une biellette ici qui permet en fait d'avoir tout l'arrière ici qui est d'une seule pièce, un peu comme le Common Sal DH là, et le druide machin là, avec un point de pivot ici qui est très haut, Et du coup, ça ressemble beaucoup au Common Sal. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas un chemin de chaîne qui est vachement haut? Et là, là, j'ai eu un peu un double effet qui se coule. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? C'est-à-dire que on a un point de pivot qui est vachement haut et pourtant la chaîne elle passe en bas. Donc je me suis dit, mais merde, le kickback ça va pas. Et là, j'ai réalisé un truc de ouf, de ouf. C'est que en fait, le pédalier il n'est pas accroché sur le cadre et sur le triangle avant. Ce que j'appelle le cadre, souvent c'est le triangle avant. Il n'est pas accroché sur le triangle avant, il est accroché sur ce triangle arrière. Oh, c'est un truc de niquer. Je me suis dit, wow, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors attention, hein. D'abord c'est trop bien, après je me suis dit, wow, c'est quoi ça? C'est trop bien parce que du coup, t'as plus de problème. Alors attendez, pour moi, t'as plus de problème de kickback. T'as un vélo qui va vachement bien pédaler. T'as zéro kickback, hein. Là, c'est comme un tout suspendu, un semi-rigide ou oui, un semi-rigide. T'as zéro kickback. Je me suis dit, mais c'est génial. Et après, je me suis dit, pourquoi personne n'y a pensé? Parce que je me suis dit, mais merde. Déjà, quand t'es assis et que tu pédales, ton pédalier qui change de position quand tu roules, ça doit être très chelou. Très chelou. Et la deuxième réflexion que je me suis faite, je me suis dit, mais alors attends. Imagine, tu prends un trou avec la roue arrière. Est-ce que t'es vraiment amorti là? et, et je me suis dit, mais merde, mais est-ce que c'est un. Est-ce que c'est vraiment un tout suspendu? Et j'étais complètement paumé. Et selon moi, dès que tu te prends des trous avec ça, ça marche plus. Ou alors, j'ai une solution. C'est tu te mets assis, tu pédales. Là, nickel, ça pédale vachement bien. Et en descente, tu te mets en mode draisienne. Après, je veux pas me moquer parce que putain, j'avais pas pensé à ça. Mais je serais curieux en fait plutôt de l'essayer. Juste pour voir, pour avoir le ressenti. Parce que waouh, ça c'est chelou. Alors, je tiens à remercier celui qui m'a mis ça dans les commentaires. Je sais plus son nom. Mais waouh. Sur un kick, ouais, sur un kick, ça doit faire peur et ça doit être très bizarre parce que finalement, entre tes jambes et ton guidon, t'as deux suspensions. Enfin, ouais, je sais pas. Et du coup, ta roue arrière, elle est. Enfin, très bizarre. En tout cas, le vélo s'allonge, je crois, ça a compris, moi, ça c'est clair. Faut rester aussi sur la selle. Ouais, faut rester le poids sur la selle, je sais pas. Ah, Léo a pu le rouler. Ah, c'est toi qui l'as envoyé. Eh ben, merci. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bien suspendu? Parce qu'au final, tes pieds, si tu te mets debout, tes pieds et la roue arrière, ils ne font qu'un. Après, peut-être que ça fonctionne avec le pivotement. Mais merde, j'étais sur le cul, tu vois. Il y avait des GT comme ça. Ouais, mais ils l'ont abandonné alors. Anti-pompage, alors là c'est clair, ce vélo-là il a anti-pompage. Mais je suis curieux parce que quand ton pédalier il bouge par rapport à ta selle, ça doit être bizarre. Ouais, Fabien me dit un truc intéressant, c'est que les cinématiques sont souvent performantes, mais le nombre de roulements me traumatise à l'entretien. Et c'est pas la seule chose. C'est pour ça que moi j'aime bien les vélos assez simples. Il y en a plein, hein, des vélos très simples. Le mien, l'Instinct BC par exemple, est super simple. Mais dès que tu commences à cacher un peu l'amortisseur derrière, en dessous, dans les biellettes et tout, je me dis, waouh, pour l'entretien, ça doit quand même être la merde. Et tout ça, c'est des critères que quand tu achètes un vélo, tu fais des sacrifices. Tu te dis, ok, je veux bien passer plus de temps sur l'entretien pour avoir ce vélo-là, pour avoir peut-être amélioré un petit peu des choses sur la descente et tout. Ou au contraire, non, moi je veux un truc, voilà, je veux que ce soit simple, je veux me régaler avec, quitte à sacrifier d'autres performances, quoi. Et ça, c'est un vrai critère. Et pour moi, parfois, il y a des vélos qui sont extrêmement similaires en termes de ride, et il y en a un qui est hyper galère à entretenir et l'autre qui est super simple. Moi, je choisis le simple, hein. Même s'il est un tout petit peu moins bien. Parce qu'en fait, déjà, si tu n'entretiens pas tes roulements, bah, ton vélo il marche pas bien, et en fait, tu as un vélo qui est moins bon que celui qui est facile à entretenir. Et donc voilà. Ouais, il va pas beaucoup se déplacer, hein, ouais. Mais voilà, je serais vraiment curieux de l'essayer. Ça m'a, j'ai un petit moment de doute. En danseuse, c'est affreux, tu perds toute efficacité. Ouais, ça doit être bizarre en danseuse. Ouais, effectivement. Ouais, ouais,
Il faut que je regarde sur leur site. Surtout ce vélo-là, tu vois, parfois j'ai pas envie de perdre trop de temps avec à aller chercher sur tous les sites. Vous avez vu, on a déjà fait 21 vélos là, voire 22 même. Ça prend du temps. Mais celui-là, ouais, il faut que j'aille voir le site et que je comprenne mieux. Non, alors ça c'est des conneries. Un amortisseur horizontal et un amortisseur vertical, ça, on s'en fout, ça change rien pour. Là, je réponds à Marc qui nous dit qu'une légende dirait que les cinématiques avec un amortisseur horizontal est plus pour les amortisseurs à air, alors qu'une cinématique avec un amortisseur vertical est plus pour les suspensions, les amortisseurs à ressort hélicoïdaux. Non, c'est des conneries. C'est ça. Je peux te faire un vélo progressif avec un amortisseur vertical et il suffit juste de changer un peu les points de pivot. Du coup, tu changes d'amortisseur, tu prends un ressort ou un R, et franchement, ça n'a rien à voir. Moi, ce que je trouve intéressant sur les amortisseurs verticaux, on va dire, c'est peut-être, et encore je ne suis pas sûr, non, en fait, non, c'est une connerie, je vais rien dire. Pour moi, il n'y a aucune différence, c'est juste un choix. Si, peut-être le centre de gravité, mais alors là, waouh, c'est pas très, ça change pas grand-chose, hein. Ok, alors on va bientôt s'arrêter. Je refais un tour quand même sur les commentaires. J'espère que vous avez apprécié ce live déjà. C'est la première fois que je me tente là-dessus. J'espère que ça a bien fonctionné. J'espère que je vais pouvoir mettre en ligne la rediff. Je sais pas du tout. Apparemment, ça a bien fonctionné. Et c'est cool. Je sais pas si j'en referai. Enfin, si j'en referai probablement. Mais voilà, là c'était parce que comme j'ai fait une autre vidéo et que vous y avez plein 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 de vélos, je voulais pas refaire une autre vidéo méga longue. Je préfère faire un live. Et puis voilà, on est quand même encore quasiment 150, donc c'est cool. C'est cool. Je pense quoi de Trek? Trek, c'est une très bonne marque, ça c'est évident. Après, Trek, ils ont plein de modèles. Quel est celui qui me correspondrait le mieux? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Voilà, franchement, c'est trop complexe. Tu peux pas. Celui qui a des convictions, celui qui dit je sais que ça c'est de la merde et que ça c'est bien, c'est soit il y a réfléchi pendant des heures, soit c'est juste quelqu'un qui sait pas en fait. Mais il y a plein de vélos. Moi j'ai réussi à faire des bonnes performances avec un Kona 153 qui était pas du tout adapté, enfin qui a pas un super bon pédalage. Par contre, il était réputé pour être très bon descendeur. Bon, ben voilà, et ben tu gagnes du temps en descente, t'en perds un peu au pédalage et t'essaies de bloquer ton amortisseur le plus possible. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Excellent live. Merci beaucoup. À part le vélo, tu fais quoi dans la vie? Alors moi, je suis ingénieur en traitement de signal et statistique. Je fais des stats. Je suis sur un ordinateur toute la journée. C'est pour ça que j'aime bien faire un peu de vélo le soir. Ouais, le YT, j'en ai parlé. C'est pas, j'ai pas donné tellement mon avis, hein. Je trouvais que c'était un vélo assez simple, mais quand même très très esthétique, très joli. Est-ce qu'il est bon? Je crois qu'il était assez bon en pédalage et tout ça, mais voilà, comme ça, à vue toujours, c'est très difficile de conclure, hein. Ah oui, voilà. Et en plus, j'en profite pour faire une petite pub qui va être bien placée. C'est que je crois qu'un des meilleurs moyens de choisir un vélo, c'est de l'essayer. C'est de l'essayer et c'est pas facile de pouvoir essayer tous les vélos. Par contre, il y a un moyen de bien le faire, c'est d'aller, par exemple, et c'est un très bon exemple, au Vélo Vert Festival. Parce que au Vélo Vert Festival, en fait, moi, je m'étais pas rendu compte de ça avant d'y aller. C'est que tu peux vraiment aller essayer les vélos pour de vrai. C'est-à-dire que tu loues un vélo. Je crois que tu peux l'avoir pendant 1 heure ou 45 minutes. Tu as des remontées mécaniques, tu prends et tu loues. Quand je dis tu loues, c'est gratuit, hein. Enfin, il y a l'inscription au Vélo Vert Festival, mais après tu essayes autant de vélos que tu peux. Je peux te dire que tu veux, mais en fait c'est plutôt que tu peux, parce qu'il y a quand même du monde et tout. Mais tu peux essayer vraiment les vélos et tu montes en télécabine et tu te fais du bike park, tu peux te faire un truc plus enduro, tu peux essayer les vélos électriques. Enfin, je crois que le plus simple quand tu veux choisir un vélo, c'est déjà tu choisis un truc qui semble te convenir et tu vas l'essayer. Voilà. Donc moi je suis ambassadeur du Vélo Vert Festival, du coup j'en profite pour vous dire ça et franchement c'est réel. C'est-à-dire que tu pars 45 minutes avec le vélo, tu reviens, tu peux lui dire le gars écoute ton vélo c'est de la merde ou tu peux dire écoute ton vélo je vais l'acheter. Donc voilà. Mais par contre il faut ouais, essayer de vous y prendre à l'avance, essayer de venir tôt. Genre le vendredi, les mecs de toute façon ils savent, hein, ils savent que les gens qui viennent tôt essayer leur vélo, c'est ceux qui veulent vraiment l'essayer et qui veulent vraiment l'acheter. Ceux qui viennent le dimanche soir, c'est juste parce que bon, bah, on est encore là et qu'il faut essayer d'autres vélos, donc on en essaye un au pif. Mais ouais, c'est vraiment sympa.
Écoutez, là-dessus, les questions affluent, mais on va pas faire durer ce live trop longtemps, surtout que j'ai pas envie de faire peur lors de la rediff. On est à 1h12. Je vous dis salut et peut-être à bientôt. En tout cas, j'essaierai de faire d'autres vidéos, donc ça c'est sûr. Les lives, on verra. Allez, ciao. Tac. Yes.